Bonjour Jean-Pierre Dionnet, je vais faire l'affront de vous présenter pour les deux trois du fond qui ne vous connaisseraient pas. Donc vous êtes journaliste, éditeur de bande dessinée, scénariste de bande dessinée, vous avez été animateur aussi pendant 18 ans à Cinéma de Quartier sur Canal+. Vous avez cofondé Métal Hurlant, vous avez été aux côtés de Philippe Manœuvre sur Les Enfants du Rock. Vous avez une carrière assez énorme derrière vous quand même. Et donc aujourd'hui, on va parler de cinéma japonais. Comme dans Cinéma de Quartier, vous avez parlé des arachnées, vous avez parlé des cannibales, vous avez parlé de western spaghetti, vous avez parlé d'énormément de sujets. Et c'est vrai que le cinéma japonais revient de nombreuses fois. Donc vous avez parlé de Ring, vous avez parlé de films de Shinya Tsukamoto aussi. Et donc, j'aimerais savoir quelles sont les particularités qui vous ont attiré dans le cinéma japonais. Qu'est-ce qui vous a charmé dans ce cinéma si particulier qui a des années-lumière du cinéma occidental et même des autres pays asiatiques? Je crois que ça a commencé quand je suis assez jeune, je suis au quartier latin, avec un film de Kobayashi qui s'appelait Kwaidan, et qui m'a fait lire les récits du Hollandais devenu japonais Lak-Fadio Hearn, qui a été le premier à prendre toutes les légendes de mille et un fantômes et tout, et en faire des livres. C'est leur Grimm à eux, il est hollandais. Il en a même inventé de nouvelles qui sont devenues de la mythologie japonaise. Et puis juste derrière, le choc sidérant qui a été pour moi Tokyo Olympiade, du même, qui était un film qui a été fait au moment des Olympiades, qui a été tourné avec 500 caméras, qui tournait en même temps tout ce qui se passait sur le stade olympique, et qui a inventé une manière de filmer le sport, mais de filmer tout court, unique au monde, puisque c'est là qu'on a inventé la goutte qui tombe de la joue du sportif en gros plan et qui fait splash avec un bruit énorme, puisque c'est là qu'on a inventé les ralentis, les accélérés, les ombres portées du sport et tout. Et tout d'un coup, j'ai découvert que sur quelque chose aussi banal que de filmer le sport, où on avait beaucoup d'exemples, mais en gros, on s'était arrêté à Leni Riefenstahl et au Théâtre de la Volonté, donc avant-guerre, avec une cinéaste allemande, mais non sans talent, et nazie, mais non sans talent, que depuis, on faisait toujours pareil, et souvent avec une caméra dans les buts et deux derrière, et ce type-là faisait du sport une cérémonie sacrée. Alors ensuite, comme j'ai fréquenté les salles de quartier, j'ai pu voir quelques films de Yakuza ou produits par les Yakuza, comme les Seijun Suzuki, comme des choses comme ça, que j'ai adoré, tout ce qui était c'est le porno, le roman porno et tout, parce que c'était des films d'extrême violence, mais basés sur une joliesse de l'image, sur une beauté de l'image, avec un grand culot, parce qu'il se passait parfois des scènes et on passait derrière une fenêtre, on n'entendait pas ce qu'il disait, mais on savait que c'était important. Et puis arrivaient 6 femmes de 6 couleurs différentes, et on réalisait que c'était 6 prostituées, mais ça semblait un ballet hindou. Et la scène suivante était une tuerie qui cohabitait totalement, donc une destruction de la grammaire totale. Et je remonte encore plus quand j'achète mes premiers disques chez Monoprix. J'achète un disque de Georges Guettari, qui est un film de John Ford traduit en français, une triste affaire parce que c'était Horse Soldier, c'était devenu et je m'étais assis sur une grosse pierre, hurrah les cavaliers. J'achète un Gilbert Bécaud, et j'ai retrouvé récemment la musique de L'île nue. Et L'île nue, je me dis oh mais je l'ai vu L'île nue. Je sais pas comment je l'ai vu, mais j'ai vu ce film où pendant 1 heure et demie une femme monte et descend avec un seau d'eau pour remplir un puits. On avait lui dire, mais peut-être trouver un autre moyen. Et elle continue, et le temps s'étire. Et à la fin, on est heureux. Et, et j'ai appris là qu'on pouvait faire un rythme de cinéma qui n'avait absolument rien à voir avec le cinéma que je connaissais, occidental, américain et autres. J'ai adoré Kurosawa, mais Kurosawa m'a rien apporté, parce que Kurosawa était le premier film world, puisqu'il faisait des chevauchées comme John Ford, puisqu'il avait un montage qui d'ailleurs inspirait beaucoup les Américains, mais quelque part, c'est un cinéaste totalement à notre portée. D'ailleurs, son but était d'être aimé dans le monde entier.
Tandis que dans l'île nue, on a des films comme ça, dans Onibaba, La femme piège, tout ça. Et puis alors, j'ai commencé à plonger dans la littérature japonaise, dans Edogawa Rampo et tout ça. Et puis quand je suis tombé dedans, je suis tombé violemment. Parce que j'ai découvert, après les strates différentes d'un cinéma qui ne ressemblait à aucun d'autre. Alors je me suis mis au théâtre no un peu, je me suis mis à la musique traditionnelle. Comme beaucoup de fans du Japon, le Japon oblige à connaître sa culture pour comprendre son cinéma. Donc je me suis mis à plonger dans des tonnes de bouquins, de références, et puis à aller beaucoup au Japon, euh, que je considère toujours comme un endroit hors de la Terre. Ils sont fils du soleil, pas nous. Ils nous tolèrent, mais nous ne sommes pas des humains. Mais j'aime bien ça, moi. Si je veux être tout à fait seul à Tokyo et que je décide de l'être, je le suis. Parce qu'il faut vraiment faire un effort pour qu'un Japonais s'ouvre. Donc si on ne fait pas d'effort, on peut vivre au milieu d'une foule dans une solitude totale. Et j'aime bien ça. J'ai évidemment été fasciné par le fait que Roger Zelazny, dans un livre qui est, je crois, Toile immortelle, puis Moebius assez tôt, ont inventé Tokyo tel qu'il est maintenant, alors qu'il n'existait pas encore. Là aussi, j'ai assisté à un truc de fou, puisque j'ai vu Zelazny l'écrire et Giraud le dessiner, et après je suis allé à Tokyo 15 ans plus tard et c'était comme leur dessin. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu, mais n'oublions pas que Jean Giraud n'est pas un vrai Français, il a grandi au Mexique, etc., et il est Dieu vivant au Japon, parce que lui a toujours envié Miyazaki. Il avait prévu que dans un monde comme le Japon, où il n'y a pas de numéro de rue, où le numéro sur la porte c'est celui de la date de construction de la maison, bonne chance si vous croyez au numéro, il avait prévu qu'il y aurait ces juxtapositions extrêmement violentes de culture traditionnelle et d'hypermodernisme, cette agression visuelle extraordinaire et en même temps les cerisiers en fleurs, une juxtaposition moins que dans d'autres pays d'Asie de la pauvreté et de la richesse. Mais bon, quand on est dans le Grand Tokyo, qu'on est en haut de la tour du gaz qui devient le Grand Hayat, très mal filmé dans le film de Sofia Coppola, parce qu'elle fait baigner les types sous la douche qui est faite pour se laver les pieds, alors qu'il y a une douche à 3 mètres de haut. Je déteste ce film raciste. Quand on est en haut de la tour et qu'on regarde, c'est quand j'allais dans les boutiques de bande dessinée et que je réalisais pas que j'étais à 25 stations, là, je réalise que j'ai un fleuve de lumière devant moi qui s'étend à l'infini. Euh, j'ai adoré, par exemple, les quartiers Yakuza avec leur calme extraordinaire, sauf si on rentre dans un bar et qu'on fait des dettes. J'ai aimé le fait que chaque année, les petites japonaises avaient changé de look totalement. Et que celle qui était en combinaison de ski avec Ufaraski, l'année suivante, était venue à la mode Barbie, qui a duré 2 ans d'ailleurs, et que la boutique Barbie avait fermé. Mais j'adorais ça, j'avais l'impression d'un pays... alors c'est étonnant parce que des pays singuliers, où les gens s'habillent de manière étrange, punk et autres, il y en a beaucoup. Mais des pays où tout le monde est obligé dans sa génération de s'habiller de manière étrange en même temps, pour pas être hors du coup, et donc tout d'un coup avoir un faux bronzage et des cheveux blonds pendant 2 ans, et du faraski, et tout le monde le fait, c'est une vision sidérante. Et quand je voyais déverser, le meilleur endroit c'était le Starbucks Coffee, à Shibuya, les 5 millions de gens qui sortent du train le soir. Cette marée qui déferlait avec à la fois les mecs en attaché case, toutes les filles de 20 ans habillées en Lolita, et les lycéennes, qui étaient les vrais Lolita, je me disais, waouh, je comprends pas tout parce que je pense qu'on peut pas comprendre le Japon. Je pense que les seuls gens qui peuvent se comprendre, Ballard était assez d'accord parce que ces 2 îles singulières qui présentent un aspect très rigide et qui cachent en dessous des tas de choses, et des tas de secrets, des tas de perversions qui pour eux n'en sont pas, c'est l'Angleterre et le Japon, qui sont 2 pays qui par leur système de draconien à l'école, basé sur la punition, par l'uniforme, par la vénération de l'uniforme, font des gens aux apparences
font que les gens qui ont les apparences les plus correctes sont ceux qui souvent cachent les secrets les plus inavouables. Et j'adore ça, c'est le plus grand dessinateur américain, peintre américain de l'école pop surréaliste actuelle, Trevor Brown, est parti vivre au Japon, parce qu'en Amérique, on disait qu'il était pédophile, qu'il montrait des enfants accidentés. Moi, la première fois que je suis rentré dans une boutique porno japonaise, j'ai pas compris, j'ai cru que c'était une expo d'art, puisqu'il y avait des grands présentoirs avec des petites culottes dans des trucs comme ça. Je savais pas qu'elles étaient soi-disant usagées. Du bien soi-disant, parce qu'ils avaient trop de demandes, donc ils mettaient je sais plus quelle sauce. La deuxième, c'était que des filles dans le plâtre en photo. Et le troisième, c'était des petits trains. C'était des vers luisants, tout ça. C'était des petites créatures à la Godzilla, mais en longueur. Et j'ai réalisé que c'était la salle des Godemiché. Et dès lors, j'ai été émerveillé. J'étais Alice qui était tombée dans le trou et qui découvrait que je ne savais rien. C'est dur de rebondir là-dessus. Wow. Sonotion, le cinéaste japonais qui a fait Love Exposure, Suicide Club, qui est un de ses plus connus, mais pas le plus fameux à mon avis, dit Ozu fait beaucoup trop figure de dieu dans l'histoire du cinéma japonais, et l'histoire ne peut pas se renouveler tant qu'on n'est pas un anti-Ozu. Pour que j'aille de l'avant, je me déclare anti-Ozu. Est-ce que vous pensez que le cinéma japonais, que le Japon est ancré dans quelque chose qui ne peut pas se renouveler, reste sur des bases qui ne veulent pas changer? Non, non, pas du tout. Je pense que justement, je pense que Ozu fait partie d'un moment du Japon que maintenant on y est encore très attaché pour des raisons culturelles en Occident, mais je ne connais aucun cinéaste entre d'un côté Otomo ou de l'autre côté Kitano ou Shunji Iwai qui eux se réfèrent à Ozu. C'est un peu comme si en France on disait oui mais enfin quand même il y a eu Renoir et Duvivier. Pour eux ça fait partie de leur culture mais c'est pas du tout quelque chose vers lequel ils tendent. Et d'ailleurs les pièces du groupe Organe dont est sorti Shinya Tsukamoto et tout étaient au départ la destruction de scènes no très très ozuesques, mais qu'ils ont mis en pièces. Donc non, je pense qu'on est dans l'après. Mais je pense que le problème, c'est qu'il y a eu un après extrêmement violent, extrêmement fort, avec l'arrivée justement de Tsukamoto d'abord, de l'incroyable Takashi Miike, de Kitano, des grandes animations qu'on va pas citer. Mais de Mamoru Aotomo, en passant par Satoshi Kon qui nous a quittés trop tôt, et on est, je voyais avec le Ghost in the Shell 92, le retour du fils de Ghost in the Shell qu'on a vu ici, là on est en fin de course par contre, d'une génération, et ça c'est la faute des grandes maisons, qui ont des licences, qu'elles exploitent. Alors je vois des fois des cours passionnants, des trucs à moitié faits, des trucs sans budget. Connaissant le système japonais où l'ancien a toujours raison, il va falloir qu'il passe l'arme à gauche, peut-être, mais ça arrive un jour ou l'autre, pour qu'on passe à la génération suivante. Parce que là, on est quand même en fin de cycle. On vit encore. Le dernier grand qui est surgi en animation, c'est Makoto Shinkai. Il n'a pas fait le score qu'il aurait dû faire. Et je pense qu'une certaine animation japonaise qui perdure, j'ai regardé le dernier Cowboy Bebop, il est très très bien fait, hein. Mais c'est le même que le premier Cowboy Bebop. En fait, moi je m'en fous, on tamponne complètement. Donc là, on est en fin de cycle. Alors par contre, dans les trucs expérimentaux que je vois sans budget, machin, j'ai vu des trucs formidables. Alors, mais le Japon bouge toujours d'un coup, hein. Un de ces jours, un de ces mecs va émerger, puis deux, puis trois, puis quatre, et à ce moment-là, ça va se passer.
Et je prends toujours l'exemple du dessin, parce que ça vient de quelque chose, du dessin ou d'une vision, du dessin du fils d'Otomo, qui est un dessin magnifique, qui ne doit rien à son père, et qui est pratiquement la contradiction du dessin de son père. Ça, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Euh, euh, Tezuka, le fils de Tezuka, qui n'a jamais décollé, mais qui a la fortune de son père, a fait quelques films expérimentaux extraordinaires, qui sont, on peut dire, de l'anti-Tezuka. Mais lui, il est un peu prisonnier de sa richesse d'héritier, donc il peut faire ses films, mais quand il les distribue pas, il s'en fout. Et donc il y a quand même, il y a quelque chose derrière la porte. Le dernier, mais on peut dire que on va aller être très simple. On va dire que la dernière époque magique, c'est l'éclatement de la bulle économique et ce cinéma, tout d'un coup, qui surgit dans tous les sens, en animation, en live, en tout ça, avec souvent des budgets totalement ridicules pour nous, et que d'un coup arrive une nouvelle vague qui remplace la dernière génération intéressante, qui n'était pas les grands films de studio, mais les films de la Nikatsu et autres, qui avaient perduré pendant longtemps. Mais le dernier cinéma Yakuza a fermé, donc ils sont devenus maintenant des objets cultes en DVD et considérés désormais comme des œuvres d'art. Et du coup, comme vous le disiez, il y a un bouleversement de la grammaire cinématographique, comme on peut l'avoir en Occident. Il y a une toute nouvelle physionomie qui s'ouvre avec le cinéma japonais. Et d'où peut venir cet aspect extrême de certains réalisateurs japonais, d'une certaine violence qu'on retrouve pas forcément dans notre cinéma occidental et même dans tous les autres cinémas d'ailleurs. C'est vrai que on peut le voir avec Sonotion, on peut le voir avec Takashi Miike et avec Shinya Tsukamoto. Il y a une violence et une explosion qui s'opèrent dans leurs films qui est formidable. Et du coup, d'où ça peut venir, ça, de la société japonaise? Euh, Peut-être la société japonaise, peut-être en réaction au cinéma japonais d'avant, où il y avait une grande noblesse qui était liée au seppuku, à tout ça. Donc, en gros, à une mise en scène de la mort qui va jusqu'à Mishima. Donc, on sacralisait la mort comme quelque chose de noble, où on cachait le fait que le mec était en train de se suicider et autres. Et je pense qu'avec l'écroulement de l'empire japonais, avec Hiroshima, pas oublier quand même les enfants d'Hiroshima et tout ça, avec la conquête du Japon par l'Amérique et la pression qu'ils ont subie, ils ont trouvé le monde laid et ils se sont mis à faire un cinéma où c'était l'opposé de cette mort sacralisée, où c'était une mort sale, une mort dégueulasse, une mort viscérale, pour se prendre leur distance avec cette espèce de goût de la mort qui était dans la culture japonaise, puisqu'il y avait une noblesse dans la mort. Alors eux, ils ont systématiquement tous détruit cette noblesse de la mort. Ils ont montré que la mort, comme l'écrivain et le Sagère, l'auteur du Soldat oublié, un fou furieux qui est parti dans la division Charlemagne contre les Russes et qui a passé 20 ans au goulag et qui après est devenu dessinateur Harakiri sous le nom de Dimitri et écrit le goulag. Il racontait son expérience de jeune homme romantique qui s'engage dans la SS pour aller se battre contre les Russes. Et dans son livre, qui a été beaucoup cité par beaucoup de grands écrivains américains, il disait, le jour où j'ai vu mon premier mort, j'ai vu que la mort manquait singulièrement de panache. Voilà, les Japonais, pendant longtemps, ont décidé que la mort avait du panache. Et quand ils ont décidé de montrer qu'elle n'avait pas de panache, ils y sont allés. Il y a aussi quelque chose de particulier dans le cinéma japonais, c'est le jeu des acteurs. On reproche souvent aux acteurs de surjouer, en tout cas avec notre vision du cinéma. Par exemple, vous en parliez dans le cinéma qui s'inspire des animés, donc les live action, je sais pas comment ça s'appelle, quelque chose comme ça. On a vu Assassination Classroom durant cette édition des Utopiales. C'est vrai qu'on voit des acteurs qui se prennent pratiquement pour des personnages d'animés. Et c'est vrai que c'est un cinéma qui se développe de plus en plus. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, ce surjeu,
qui va complètement à l'opposé, par exemple, de ce que fait Takeshi Kitano, qui fait, selon Alain Delon, du non-jeu. Je dirais que moi, les deux, mon général. Parce que là, il y a une convention. Les conventions me gênent pas. La convention, moi j'ai des filles qui sont très très manga, qui elles préfèrent toujours les adaptations animées, et elles ont 17 ans, et quand elles voient les adaptations live, elles disent ouais mais le personnage là il est pas fidèle au manga. Donc eux, elles veulent, et je suis sûr que là-dedans il y a de très bons acteurs dans Assassination Classroom, mais là ils devaient jouer exactement le personnage du manga, creuser les joues pareil, tourner la tête pareil, ils l'ont très bien fait. Ça n'inféode pas leur jeu. C'est comme si un type décidait de faire un James Bond et puis derrière un film d'avant-garde. L'acteur peut changer d'un film à l'autre. J'ai trouvé qu'ils avaient des bonnes gueules. Et j'ai trouvé que le fait qu'ils arrivent à respecter ces codes et ces conventions prouvait que c'était des bons comédiens. Et peut-être que demain matin, je vais les retrouver dans un film de Shinya Tsukamoto, un ou deux, où ils vont jouer des personnages totalement destroy. D'ailleurs, ça j'ai souvent remarqué au Japon. J'avais un copain qui a tout fait, y compris des films qu'on a à peine vus en Europe, des comédies absurdes, des grands films, et maintenant qui tourne, il sera dans le prochain Scorsese, qui est Tadanobu Asano, avec qui j'étais très ami parce que ça fait 25 ans qu'on se connaît. Asano, lui, il était ravi quand on lui proposait une sorte de film qu'il n'avait pas encore fait, où il peut expérimenter une nouvelle manière de jouer. Donc pour lui, ça faisait passer de l'apprentissage. Alors que ça soit un Russe qui lui fasse jouer Gengis Khan, ou que ça soit un Coréen qui lui fasse jouer un psychopathe, ou que ça soit Mickey qui est dans une pièce que j'avais produite à Osaka, il est content chaque fois parce qu'il apprend quelque chose. Et comme il vient de la musique et du rock aussi, et d'un rock assez hard rock d'ailleurs, j'ai vu son jeu changer, évoluer, s'enrichir, mais être toujours bon. Et donc, c'est l'exemple typique d'un apprentissage japonaise qui est aussi l'opposé d'avant, c'est-à-dire qu'avant un acteur apprenait à créer un personnage euh, qu'il portait toute sa vie, qui est un peu comme dans le cinéma indien. Il était lui. Maintenant, on a affaire à des acteurs qui sont différents personnages. D'ailleurs, dans le prochain Scorsese, c'est ce qu'il m'a dit l'autre jour, il me dit, tu peux le dire, je le dirai bientôt dans Variety, il y aura à la fois Asano et Shinya Tsukamoto. Parce qu'il dit, moi, c'est l'acteur qui m'intéresse. Pour revenir sur Takeshi Kitano, parce que je suis un grand fan et je sais que vous l'êtes aussi, vous l'avez produit à ses débuts, en tout cas en Europe, vous l'avez amené en France. Déjà ça, c'est merci beaucoup pour ça. Je me demandais ce que vous pensiez de son évolution au cinéma, parce que c'est vrai qu'il est grandement critiqué. On dit qu'il ne se renouvelle pas, qu'il ne sait pas faire de nouvelles choses, qu'il ne sait pas donner de nouvelles émotions, qu'il ne sait pas jouer d'une autre manière que ce qu'il a déjà fait dans ses autres films. Est-ce que Kitano, c'est fini? On peut jamais dire fini, mais je dirais que au-delà d'Aniki, qui était un film résumé, il a un peu eu la même carrière que John Woo avec Face Off, qui était un résumé de tout ce qu'il avait fait. Ça n'a pas empêché John Woo de faire un film qui n'a pas marché, très intéressant et très différent, mais que personne n'a vu 10 ans après. Euh, Là, je dirais que Kitano, je l'attends à la sortie. Parce que effectivement, je pense qu'actuellement, il se plante un peu, il pourrait faire un peu de carrière à la Greenaway, avec des films comme ça. Mais bon, moi je connais bien l'histoire du cinéma, et j'ai vu des types qui ont eu 20 ans de trou dans une carrière. Quand on prend la vraie histoire du cinéma, on se souvient toujours des grands moments, mais on s'aperçoit pas que certains metteurs en scène peuvent avoir un trou de 10 ans ou de 15 ans, et que, par exemple, Peter Bogdanovich, qui a eu l'Oscar pour, je crois, la Last Picture Show, la dernière séance, qui a fait 3 films après, il fait un film en ce moment. Lui, le trou, il était de 40 ans. Et pour parler un peu du cinéma d'horreur, parce que c'est vrai que le cinéma d'horreur japonais a une importance très particulière dans l'univers horrifique au cinéma.
il y a des films vraiment terrifiants. Euh, Quelles sont pour vous les clés du succès de ces films d'horreur? Pourquoi réussissent-ils à inspirer peut-être un peu plus de peur que chez les productions occidentales, grâce au folklore, par exemple japonais, comme avec des films comme The Ring, que vous avez présenté dans Cinéma de quartier d'ailleurs, Darkwater, vous en avez parlé aussi, qui vous a terrifié. Qu'est-ce que c'est le secret des réalisateurs japonais et même des écrivains japonais, puisqu'il y a aussi la littérature horrifique? Alors, il y a un double secret. Il y a un secret traditionnel qui sont les yokai, les vilains monsters, la nourrice dont le cou s'étire pour tuer les enfants, le parapluie tueur et tout. Euh, donc ça, c'est ce que je disais de la Crazy Horror. C'est la mythologie, leurs contes de Grimm à eux, qui sont terrifiants. Il y a quand même 1001 fantômes codifiés, reconnus, avec leurs spécificités qui existent donc, qui sont été en littérature, au cinéma, et les situations sont grotesques. Mais il faut pas oublier que une de leurs sources, c'est aussi le Edgar Allan Poe japonais, donc prononcé Edgar Allan Poe, où un homme peut rêver de devenir juste, de ne pas bouger, de devenir la chaise qui, un jour, aura la chance de voir se poser sur lui les fesses de la plus belle femme du monde. Et c'est tout ce qu'il y a dans le roman. Donc il est l'homme chaise. Ce qui est aussi une créature fantastique, quelque part. On est dans une vision différente. Et puis, il y a pour moi une déferlante il y a trois déferlantes. Il y a l'hybridation. On est à peu près à la même époque que Metal, que Otomo et tout. L'hybridation robotique, c'est Shinya Tsukamoto, même si après ça va devenir les petits voyous de boulettes ballettes et autres. Il y a le côté je ne respecte rien et je m'amuse tout le temps, et c'est le cinéma est un train électrique de Mickey, où ça devient des fois du dessin animé, carrément, le mec sort un bazooka de sa poche. Et puis il y a mon préféré, il y a Nakata. Mais Nakata, je connais un peu ses secrets, parce que la peur de l'eau, la présence des femmes, et je me souviens de la longue interview que j'avais fait et que j'ai regretté toute ma vie, parce que je lui dis tous vos films tournent autour de trucs, etc. Il dit non, c'est des histoires que je trouve, que je tourne. Je dis mais enfin il y a par exemple une obsession de la terreur de l'eau qui dort, de la mer. Non, non. Ah oui, c'est vrai. J'ai failli me noyer dans une mare d'eau quand j'avais 4 ans. Oh, ça n'a rien à voir, non. Ah, c'est vrai. Et je dis puis c'est vrai que chez vous, les hommes finissent par perdre et les femmes par triompher. Non, mais ça, c'est des histoires. Ah, ouais, c'est vrai que j'avais pas d'homme dans ma vie. J'étais élevé par mes tantes et ma mère et que je fréquentais pas du tout d'hommes. Et que c'est les femmes qui... Oui, c'est pas faux. Alors lui, il a ramené un cinéma viscéral, d'horreur minimaliste. Quand on voit qu'un petit sac rouge d'une petite fille qui s'est peut-être noyée et qui est d'ailleurs donné aux gens qui allaient voir le film lors de la première, le sac de la petite noyée, au Japon, il a pu provoquer la peur avec si peu. Alors là, on arrive au sommet du ridicule. Nakata arrive en Amérique. Brad Pitt, tout le monde le veut. Rien ne se fait. Il finit par faire le remake de Ring 2. Et il repart au Japon, où il n'a pas fait grand chose depuis, mais il était resté trop longtemps en Amérique. J'étais un peu son sensei à ce moment-là. Il est venu en France, il me dit, écoute, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai perdu 10 ans. Est-ce que je retourne chez moi? Ou est-ce que je reste encore en Amérique? Ou j'ai à nouveau un projet? Alors, j'ai joué petit scarabée, hein, je lui ai dit, tu connais la réponse. Il m'a dit, alors je retourne chez moi. Et c'est dommage, parce que Nakata était pour moi le plus grand metteur en scène de peur, qui fait peur après coup, depuis Jacques Tourneur et ses ombres de la Féline et autres. Ils avaient tous les deux réussi à créer la peur avec presque rien. Et pour moi, il est le sommet de la peur, c'est-à-dire la suggestion qui fait que vous n'êtes pas terrorisé sur le moment, mais vous êtes très mal pendant tout le mois qui suit. Euh, Est-ce que vous pouvez conseiller des cinéastes, ou est-ce qu'il y a des cinéastes qui vous ont marqué durant ces 5 dernières années, des cinéastes japonais? Pas trop. Je vais dire quelque chose de terrible. J'ai pas vu surgir deux nouveaux cinéastes japonais dans les 5 dernières années. Alors, il y a une raison aussi, c'est que je suis moi-même assez infidèle. C'est-à-dire que ça fait 5 ans
que pour des raisons diverses de réédition et autres, je me refais tout le cinéma anglais des origines à nos jours. Donc j'ai dû faire 700 films anglais. Donc j'ai moins vu de films japonais. Les quelques-uns que j'ai vus, je suis peut-être mal tombé. Donc je sors mon joker, qui est que je ne suis pas compétent, mais quand je vais replonger dans 6 mois, 1 an, 2 ans dans mon cycle, je travaille par cycle moi, japonais, je vais récupérer 10 ans. Et à ce moment-là, je me ferai que du japonais pendant 2 ans. Je me souviens de m'être fait, quand j'ai cru qu'on pouvait amener le cinéma thaï, de m'être fait 300 films thaï en l'espace de 3 mois. Et à ce moment-là, je reste dans le cycle. Donc, Joker, j'étais pas là. Bon, voilà, merci pour cette dernière réponse. Et je vais vous demander quelque chose qui relève du fantasme, comme je disais. Est-ce que vous allez pouvoir faire un cinéma de quartier, mais pas si quartier que ça, en nous citant, en nous expliquant pourquoi, quels sont vos films favoris du cinéma japonais, tous genres réunis? Je pense que je choisirais Ataragon d'Inoshiro Honda, comme j'aurais pu prendre un autre Honda. Parce que cette espèce de véhicule qui va sur Terre sous l'eau, qui ressemble à une vrille, où on rencontre des créatures sidérantes avec une certaine naïveté, mais en même temps une mise en scène très forte. Moi, je suis un fan de Honda, qui, pour la petite histoire, en Godzilla, par exemple, a quand même réalisé sur le terrain les 7 derniers films de Kurosawa, qui étaient très malades. Personne s'en est aperçu, mais son style naïf, un peu Méliès, il était voulu, parce que quand il a fait du Kurosawa, tout le monde a vu du Kurosawa. Donc c'est un immense metteur en scène qui a choisi de créer une certaine naïveté. Film 2. Film 2, Tokyo Olympiade, que vous verrez jamais, parce qu'il a été repris par le comité olympique de Kobayashi. Alors je vais prendre un autre Kobayashi à la place, Feu dans la plaine. Feu dans la plaine, tiré d'un roman classique japonais, et où dans des brumes, on voit des soldats japonais qui s'approchent du campement d'autres soldats japonais, et on découvre progressivement qu'ils se mangent, qu'ils sont devenus cannibales. Et le film est d'une violence étonnante parce qu'on voit très peu les scènes de cannibalisme, mais on comprend bien qu'autour de ces feux, ce qui se passe, et on sait que c'est vrai, c'est qu'ils sont en train de se manger les uns les autres. Et Feu dans la plaine est resté un des films les plus dérangeants que j'ai vus sur la guerre que je puisse imaginer. Film 3, définitivement un Shinya Tsukamoto. Et à ce moment-là, plutôt que Tetsuo, qui quelque part fait maintenant partie de la mythologie générale du grand tout, je dirais Boulette Ballette, avec la jeune japonaise qui se met au bord de la rame de train comme si elle pouvait aspirer, mais qui se laisse pas aspirer. Et ces 4 ou 5 jeunes qui prennent des risques énormes, mais pour être incroyablement vivants, avec une photo somptueuse, explosée, éclatée. Ils ne les jugent aucunement. Ce sont des espèces de nouveaux samouraïs d'un nouveau monde. Et ils vivent après la bombe et ils sont, chacun d'eux ressemble à un gamin de 14 ans, mais chacun d'eux est son Mad Max dans une Tokyo actuelle où il a décidé d'être étranger à la ville. Sonatine de Kitano. Alors je pourrais prendre d'autres Kitano, mais c'est le premier que j'ai vu. C'est celui qui m'a scotché. C'est cette manière de faire des temps morts, des temps plans, de dériver, d'être grotesque et émouvant, de décider que l'ordre normal des choses, il n'y avait pas d'ordre normal des choses, de rendre un personnage ridicule et touchant juste après, de créer des séquences d'amitié et de les désamorcer, bref, de faire un cinéma
qui part d'un code, d'un genre, qui est le film de gangster en gros, le plus codifié qui soit, de le défaire totalement, mais ça défaire c'est facile, plein de gens l'ont fait dans la nouvelle vague. Mais après de le refaire, en le changeant. Je dirais que ce qu'a fait Kitano n'est pas loin de la manière dont John Ford, qui avait fait le western classique, l'a défait à la fin de sa vie, à partir de Liberty Valance, La prisonnière du désert et de trois autres films. C'est-à-dire qu'il avait inventé le jouet, il avait inventé les figures, et puis à la fin avec les Cheyennes, avec Frontières chinoises. Et il dit, mais tout ça c'était pour plaire. Moi j'ai plus envie de plaire à mon âge, je m'en fous, ce qu'il m'avait dit. Et ben Kitano, lui qui plaisait à la télé, en faisant le Guy Lux en gros, ou c'est plus Guy Lux aujourd'hui, enfin l'imbécile heureux qui nous fait le jeu de la roue de la fortune, qui donc avait un aspect pour les Japonais incompréhensible quand il faisait des cinémas d'avant-garde, c'est payer le luxe de faire des films où il contredisait toutes les figures habituelles, en étant un acteur extraordinaire, en étant entouré d'acteurs extraordinaires, en jouant sur sa semi-paralysie faciale, par exemple, avec une intelligence prodigieuse, un type qui quand même a essayé de se suicider plusieurs fois, et qui fait un film joyeux. Mais ça, c'est le problème des humoristes. Souvent, les humoristes vivent mal ce qui nous fait rire. Alors, j'ai plus droit qu'à un film. Alors, à ce moment-là, j'ai droit à un animé quand même. Et puis non, je prendrai pas d'animé. Je prendrai pas d'animé. Définitivement, le meilleur film sur les réalités virtuelles, même s'il y en a d'autres depuis, celui qui aurait été couronné par De Niro et Scorsese et Tribeca si Harvey Weinstein n'avait pas empêché, celui que Cameron a vu et bien vu, dont on a dit qu'il l'admirait, Avalon de Mamoru Oshii, qui a fait des dessins animés par ailleurs, fait en Pologne pour 5 millions de dollars, qui aurait coûté 100 millions ailleurs, et qui dit tout ce qu'on doit savoir sur le plaisir qu'on peut avoir à s'immerger dans un monde virtuel où l'on crée autour de soi les conditions de dangerosité qu'on n'a pas dans sa vie, et la manière dont, à partir du moment où on s'est inclus dans ce monde virtuel, on ne peut pas vraiment revenir au monde réel. Donc le questionnement le plus intéressant aujourd'hui, quand vous êtes devenu le plus grand guerrier de la guerre éternelle, est-ce que vous pouvez à nouveau vous débrancher, revenir faire les courses dans l'appartement? À mon avis, non, vaut mieux se débrancher du réel et rester dans l'autre monde.